bonjour, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Abdelkader Msahel poursuit sa tournée dans le monde arabe. Il est arrivé hier à Bagdad pour une visite de travail. Il a été reçu aujourd'hui par le président de la République d'Irak, Fouad Massoum, auquel il a transmis un message de fraternité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans l'actualité également, la visite du ministre de l'Agriculture à Djelfa, Abdelkader Bouazghi, qui s'était montré très insatisfait quant à la mauvaise gestion des acquis économiques de cette wilaya. On parlera de tourisme à la fin du journal avec la mobilisation des amis de Ténès contre les pollueurs du site Cap de Sidi Marouane. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a été reçu aujourd'hui par le président de la République d'Irak, Fouad Massoum, auquel il a transmis un message de fraternité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le président Massoum a exprimé son appréciation au ministre pour cette visite qui témoigne de la solidité des liens entre les deux peuples, algériens et irakiens, et l'attention qu'a toujours porté l'Algérie au règlement de la crise en Irak dans la voie de la sauvegarde de sa souveraineté, de l'intégrité de son territoire. Le président Massoum a à son tour chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre au président de la République ses salutations fraternelles et ses sentiments de considération et de respect, ainsi que ses vœux de prospérité au peuple algérien. L'audience a porté également sur la situation dans la région et les principaux défis auxquels est confrontée la nation arabe, ainsi que sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour y faire face. Abdelkader Msahel s'est entretenu hier mardi avec son homologue irakien Ibrahim Al-Jafari. Les deux ministres ont passé en revue l'état des relations bilatérales et les voies et moyens à même de permettre leur renforcement. La rencontre a également porté sur certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun. À cet égard, les deux ministres sont convenus de la nécessité de favoriser l'émergence de solutions politiques basées sur le dialogue et la réconciliation nationale aux crises et conflits qui affectent la région, ce qui a permis à Msahel d'exposer l'expérience algérienne en la matière. Et au cours de sa visite à Bagdad, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a visité la mosquée du Cheikh Abdelkader El-Jilani, dans laquelle se trouve également le mausolée du Saint-Cheikh. Le ministre a à cette occasion entendu les explications de l'imam de la mosquée sur le parcours du Cheikh El-Jilani, ainsi que sur les différentes installations que comprend la mosquée, notamment la bibliothèque édifiée il y a de cela plus de 8 siècles et qui contient des manuscrits uniques, notamment du Saint-Coran. Cette mosquée constitue un lieu de recueillement pour les nombreux adeptes de la Tariqa al-Qadiri, ainsi qu'une destination touristique. Dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire entamée lundi 7 août 2017, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé lors du 2e jour l'inauguration d'importantes unités et infrastructures, et ce dans le cadre de la stratégie de renforcement du corps de bataille de l'armée nationale populaire au niveau de l'entreprise de construction et de réparation navale à Marcel Kbir, en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales. Le général de corps d'armée a supervisé l'inauguration de la corvette Raïs Hassan Barbiar, qui a été construite au niveau de cette entreprise leader dans ce domaine. Le général de corps d'armée a inspecté les différentes composantes et a reçu d'amples explications sur ce navire. Au niveau de l'école supérieure de l'air, le général de corps d'armée a suivi à l'entame un exposé global présenté par le commandant de l'école avant l'inauguration, une nouvelle plateforme pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs. Ensuite, le général de corps d'armée a procédé à l'inauguration de la compagnie d'approvisionnement en produits pétroliers, dont la réalisation en temps qu'unité de soutien entre dans le cadre du plan de développement de la chaîne logistique de l'armée nationale populaire et qui se caractérise aussi par la souplesse d'utilisation qui lui permet d'assurer les missions de transport, de distribution et de stockage du carburant, ainsi que l'analyse et le contrôle de qualité. Le général de corps d'armée continue sa visite en 2e région militaire lors de sa 3e
journée par la supervision de l'exécution et d'un exercice naval de tir au niveau de la façade maritime ouest et tiendra une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la façade. Saison du Hajj 2017, les départs vers les lieux saints, le lieu saint de l'islam ont débuté. Nous avons rencontré le premier groupe au départ de l'aéroport de Ouargla. Beaucoup de joie et d'émotion chez les Hajjis, surtout chez ceux qui accomplissent le pèlerinage pour la première fois. Amélie Siridir. Se rendre pour la première fois au lieu saint de l'islam, un rêve qui s'est enfin réalisé pour ces Hajjis qui ont quitté l'aéroport Ain el-Beda d'Ouargla pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Masha'Allah, c'est un service formidable. Nous sommes très satisfaits. Masha'Allah. فتنا على tous les postes يوجهوا فينا يعاونوا فينا يهزونا في باجاجنا ونطلبوا للبلاد العافيه والستر ان شاء الله الله ونطلبوا لها ربي ان شاء الله النجاح نطلبوا ربي يشجيكم ويحفظهم ان شاء الله يا وليدي ويكمل لنا المنيا اللي رانا قاعدين لها كملها لنا وكمل لنا فروض الحج ان شاء الله. Au total, 10 vols sont programmés au départ d'Ouargla jusqu'au 25 août prochain au profit de plus de 2900 pèlerins. Vous allez représenter l'Algérie. Il faut donner une belle image de notre pays, s'entraider et faire preuve de solidarité. Des facilitations et des mesures spéciales ont été mises en place au profit des pèlerins. Des facilitations commençant par l'accueil et l'orientation jusqu'à l'embarquement. Quant à l'opération de contrôle, elle ne dure que quelques minutes. Un acquis économique d'importance et pourtant il reste sous-exploité. L'abattoir régional des viandes rouges de Hassi Bahbah a suscité le mécontentement du ministre de l'Agriculture Abdelkader Bouazgui qui s'est montré très ferme lors d'une visite d'inspection à cette structure. Karim Haïfa. De 80 000 hectares il y a à peine 5 ans à 200 000 hectares de terres irriguées cette année, la wilaya de Djelfa connaît un essor indéniable dans la culture maraîchère, avec une production de fruits et légumes en nette augmentation. La production augmente d'année en année, une production qui doit être stockée dans des chambres froides. Maintenant, il est impératif que les autorités concernées pensent à faciliter la tâche aux investisseurs qui veulent réaliser des chambres froides. Autre spécificité de cette wilaya stépique, l'élevage ovin. Ici, plus de 6 000 tonnes de viande rouge sont produites chaque année, d'où la nécessité de créer de nouveaux abattoirs, à l'instar de celui de Hassi Bahbah, qui n'est pas encore entré en exploitation, suscitant le mécontentement du ministre de l'Agriculture Abdelkader Bouazgui, qui a appelé les promoteurs du projet à assumer leurs responsabilités et trouver des solutions. Nous allons faire en sorte que l'exploitation de cet abattoir se fasse de façon effective. D'ailleurs, c'est une de nos priorités. Ce complexe de viande rouge a un rôle prépondérant dans l'économie locale en soutenant notamment les éleveurs de toute la région. Il a également un rôle dans la régulation du marché national des viandes rouges. Et devant la prolifération de points de vente illégaux et insalubres de moutons dans la plupart des grandes villes, le ministre a annoncé plusieurs mesures prises par son département pour la création de points de vente dans ces grandes villes avec le contrôle sanitaire des bêtes et des missions dévolues en la matière aux inspections vétérinaires. Concernant les grandes villes comme Alger, Constantine, Oran et Annaba, on s'est mis d'accord sur l'ouverture de 4 ou 5 points de vente dans chacune de ces villes où toutes les conditions d'hygiène seront réunies, à l'instar des services vétérinaires, mais aussi un accès à l'eau et à la nourriture pour ces bêtes. Ce sera donc des points de vente avec des normes bien établies. Quant au reste des wilayas, nous avons contacté les walis concernés pour leur proposer d'installer des points de vente sur leur territoire. Le ministre a par ailleurs souligné que la wilaya de Djelfa est dotée d'importantes ressources susceptibles de lui assurer une diversité économique au titre de la stratégie de l'État visant à trouver des alternatives aux hydrocarbures, notamment par la valorisation des ressources de ce secteur qui peut garantir la sécurité alimentaire du pays.
3 stations de pompage d'une longueur de 120 km sont en cours de réalisation dans la wilaya d'Adrar, accordant Tagraout à Timyawin, un acquis important pour la wilaya. Seul problème, ce projet connaît une lenteur depuis déjà 2015. Nassima Imloul. C'est l'une des 3 stations de pompage que renferme le projet de transfert d'eau de Tagraout vers la commune de Timyawin d'une longueur de 120 km à partir de 4 grands et profonds puits. Un projet qui aurait démarré en 2015 connaît une lenteur dans la réalisation. Nous utilisons des générateurs électriques pour le pompage qui consomment une grande quantité de carburant et exigent une maintenance et une surveillance de temps à autre. Très souvent, ces générateurs tombent en panne, ce qui a retardé le projet. Je lance un appel aux autorités concernées afin que soit réalisé et dans les plus brefs délais le projet de raccordement électrique avec ces stations et puits. Et c'est le projet tant attendu par les habitants de Timyawin, en particulier les nomades, en raison du grand manque en cette source vitale. On n'a presque plus d'eau, ni pour boire, ni même pour cuisiner. L'achèvement du projet permettra de mettre fin aux problèmes d'alimentation et d'approvisionnement en eau potable dans la région, en particulier pour les nomades. Les taxis clandestins à Taman Rasset échappent désormais à tout contrôle. Ces conducteurs activent en toute impunité et pratiquent les prix qui les arrangent, au grand désarroi des habitants de la ville qui, par manque d'alternatives, se voient forcés de faire appel à leurs services. Manel Boutouaba. À Taman Rasset, les taxis clandestins règnent en maître absolu et pour cause, le transport urbain et suburbain est quasi inexistant. Ici, il n'y a plus de bus, les taxis sont très peu nombreux et n'arrivent plus à satisfaire la demande croissante. Ces clandestins, appelés communément le fraude, ont profité de la situation pour faire la loi au vu et au su des autorités locales, impuissantes face à leur prolifération. Combien vous coûte un taxi fraude? 100 dinars. Et combien vous coûte un taxi régulier? 80 dinars. Ils stationnent juste devant nous, prennent nos places et nos clients devant nos yeux, mais on ne peut rien faire. Les commissions spécialisées au niveau de la direction des transports font ce qu'elles peuvent pour sanctionner ces taxis clandestins. Ici, nous sommes au siège de la société de transport urbain et suburbain de Taman Rasset qui ressemble plus actuellement à une fourrière. Sur les 10 bus acquis, 9 sont en panne. Leur réparation reste impossible pour le moment par manque de pièces détachées. Ce garage, destiné à l'entretien des bus, est devenu un entrepôt où sont entassés des produits chimiques hautement toxiques et que personne ne veut récupérer. La société n'a actuellement aucun plan de transport et les travailleurs sont en situation de chômage forcé après seulement 5 années d'activité dans une wilaya où l'absence d'investissement privé dans le secteur du transport reste injustifiée et les déclarations totalement contradictoires. Les 10 bus, lors de l'acquisition, fonctionnaient parfaitement. Mais au fil du temps, ils sont presque tous tombés en panne. Nous avons envoyé plusieurs correspondances pour signaler ces déchets toxiques dont on ne sait plus quoi faire. Regardez ces fosses où on est censé procéder à l'entretien des véhicules. Franchement, vous pensez qu'on peut travailler ici et dans ces conditions ? On va quand même pas tuer des gens, sachant que pour l'entretien d'un bus, ça coûte une fortune en plus. Ça peut atteindre les 18 voire 20 millions par mois. Si les autorités veulent vraiment lancer ce secteur sensible, ils doivent lui aménager un siège digne de ce nom, comme toutes les autres wilayas, avec un espace réservé à la mécanique, au lavage, au stationnement. Donc pour lancer ce secteur, il faut de la qualité et lui désigner un responsable de manière officielle. Celui qui veut investir dans le secteur du transport, les portes lui sont grandes ouvertes. En attendant de mettre de l'ordre dans tout ça, la société de transport agonise en silence et l'anarchie règne dans la ville. Ils vivent un véritable danger sanitaire. Les habitants de la cité fourrière de Tedmate côtoient les rejets des eaux usées qui ruissellent dans les ruelles de cette cité bidonville, une situation qui perdure depuis 2006. Nassim Ben Saidi. Nous sommes ici à la cité fourrière commune de Tedmate. Ici, les conditions de vie sont lamentables. Des bidonvilles abritant une 50aine de familles sous des toits en zinc et des murs en parpaing.
Absence d'avaloir et de caniveau, mauvaise odeur, rejet d'eau usée, fosses septiques qui débordent, une vraie menace pour la santé publique. depuis 20 ans. Je vis ici depuis 20 ans. Vous avez vu l'état des lieux. Comment pourrait-on croire que des êtres humains vivent ici? 11 personnes sont déjà mortes suite à un cancer. En 2006, on nous avait dit qu'il y avait un nouveau programme de l'État pour reloger les bidonvilles. Mais le maire n'a rien fait pour nous. Il nous a même dit que ces logements ne sont pas destinés pour vous. Nous avons longtemps galéré pour être relogés, mais en vain. J'ai 4 enfants. Nous n'avons qu'une seule pièce. Nous l'utilisons pour tout, pour dormir, manger. Comme vous le voyez, ce sont des conditions vraiment lamentables. تدميث تسعة طروا سيتي دو روكازمون لي زان ابري لانديبوندونس باش هذا زرن السنين يثمثن مام تدميث مرار كلي لان 140 لوجمون ار اش بي sur le fichier le RHP est recensé 345. Ça fait Suite aux nombreuses réclamations, les autorités locales de la région ont décidé de prendre le taureau par les cornes en commençant d'abord par reloger les familles les plus touchées. Le relogement de 140 familles se fera dans maximum 2 mois. Nous sommes en train de vérifier si ces familles n'ont pas bénéficié d'un logement. En attendant le relogement de la cité fourrière, plusieurs mesures d'urgence ont été prises afin de régler les problèmes de coupures récurrentes d'eau et d'électricité. هذا دوك نكملوا منا غادي نروحوا لسيدي النعمان مع صوني الغاز جوستومون مع لي زوبوزون هذو ودوك الا جابونا الوثائق تاعهم انا استقبلتهم الاسبوع الفارط ما جابونا حتى وثيقه الا عندهم الوثائق اللهم بارك نعوضوهم الا ما عندهمش وثائق غادي نجيبوا on va réquisitionner la force publique. L'espoir ne quitte pas les habitants de la cité fourrière qui attendent toujours d'être relogés. En attendant, les autorités locales insistent sur le fait de favoriser la communication afin de pouvoir régler les problèmes dans les plus brefs délais. Les amis du vieux Ténès se mobilisent contre les estivants pollueurs du site Cap de Sidi Marouane. Depuis sa médiatisation sur les réseaux sociaux, ce lieu connaît une grande affluence de la part des vacanciers. Seul problème, le manque de culture environnementale de ces derniers. Hicham Daouf. Plus de 80% de l'activité touristique dans le monde passe par les supports électroniques et l'impact des réseaux sociaux dans la promotion d'une destination touristique est devenu flagrant. Nous sommes à Sidi Marouane, dans la côte chérifienne, un magnifique site naturel méconnu chez le grand public. Grâce aux réseaux sociaux, cet endroit est devenu un lieu de pèlerinage pour les estivants qui viennent de partout pour voir de près la beauté féerique qu'offre ce décor. Et comme malheureusement l'activité humaine ne peut être sans effet sur l'environnement, ce site qui était très peu fréquenté subit une agression de sa nature par les estivants. Il y a eu ces 2 dernières années une médiatisation, une flagrante publicité sur le site du Cap Ténès, surtout par les réseaux sociaux et les chaînes YouTube. Donc il y a beaucoup de gens qui ont publié. Donc nous on a fait une campagne en plein Facebook, en plein YouTube de ne pas publier ces sites. Sinon on ne pourra pas les gérer. Par la suite on ne pourra pas les gérer. Une campagne de nettoyage et de sensibilisation a été menée par les membres de l'association des Amis du Vieux Ténès, une association qui est active dans la préservation du patrimoine naturel et historique de la ville de Ténès. Là, nous sommes en plein nettoyage et en pleine distribution des tracts pour sensibiliser les estivants à préserver les lieux propres et nature. Là, nous sommes en plein déception. En pleine déception parce qu'on est venu à plusieurs reprises faire des campagnes de nettoyage. L'année dernière, on a fait plusieurs. Cette année, ça a été un petit peu difficile. La situation aujourd'hui, c'est que les estivants puissent garder des lieux de baignade propres. Il y a à peine une semaine, les membres de cette association, qui sont tous des bénévoles, ont effectué un travail super. Ils ont ramassé tous les détritus laissés par les gens, campeurs et autres visiteurs. Et une semaine après, on revient sur le site, on retrouve les mêmes. C'est un manque de civisme, c'est une question d'éducation. Et puis les autorités concernées devraient s'y
mettre un petit peu, devrait s'impliquer aussi pour sensibiliser les gens. On trouverait bien des mécanismes pour protéger ce site quand même, où ça reste un site à l'état sauvage, interdire carrément les visites ou bien faire certains aménagements pour pouvoir protéger ça. On essaye de sensibiliser les gens à préserver le patrimoine, c'est un patrimoine naturel, de préserver la nature, de prendre soin. À partir de Facebook, on a un groupe de l'association, on publie et on essaye d'atteindre le maximum de participants. En attendant une meilleure gestion de l'exploitation de ces lieux paradisiaques qui subissent chaque jour une dégradation flagrante, la sensibilisation du grand public reste la meilleure manière pour préserver ce patrimoine naturel extrêmement sensible. Et puis les habitants du village Htoussen sur les hauteurs de Tizi Ouzou qui restent sensibles à leur histoire, l'histoire d'un forgeron venu s'installer sur cette terre du Saint Sidi Moussa racontée à l'occasion de tout un festival. Sofiane Hamoudi. C'est dans la haute montagne de Kabylie, plus exactement à la commune de Bouzgen, village d'Htoussen, qui s'est tenue la 3e édition du Festival de la Forge. Cette année, on parle d'un festival de 3 jours qui nous permet de découvrir aussi bien la forge, les forgerons qui sont sur place, parce qu'on a des démonstrations, et puis donc il nous permet de découvrir tout le village connu par ce savoir ancestral. Les artisans qui travaillent dans le premier domaine, qui est l'artisanat traditionnel d'art, donc on est en train de faire un petit recensement parce que c'est une activité qui est en train d'être disparue. Donc oui, exactement, avec la nouvelle technologie, donc elle commence à disparaître, mais malheureusement, alhamdoulilah, donc il y a quand même ces gens-là qui se tiennent à ce que de rassembler tous les artisans qui actifs dans ce domaine. Pour mieux illustrer les origines des Htoussen, un musée de la forge a été réalisé avec les propres moyens du village grâce à l'abnégation d'un collectif de jeunes déterminés. Exceptionnellement pour cette année, nous lui avons consacré 3 jours. Habituellement, c'était une journée. Suite à une décision qui a été prise par l'Assemblée générale et tous les citoyens du village Htoussen, nous avons jugé utile de l'élargir à 3 jours pour pouvoir toucher en quelque sorte le grand nombre de forgerons qui s'y trouvent un peu partout, éparpillés à travers le territoire national. Nous pensons aussi améliorer le déroulement du festival à partir de l'année prochaine avec des formations pour les forgerons, avec pour les jeunes aussi, avec un programme qui va toucher beaucoup normalement, ça, on va toucher beaucoup de gens, notamment les forgerons. Même les femmes étaient au rendez-vous pour participer à l'événement. Leur présence était soulignée par une touche particulière. Les femmes se sont préparées pendant toute une année. Donc elles ont préparé les couscous, elles ont préparé les vêtements pour la chorale, elles ont préparé on va dire le matériel parce qu'il faut quand même un certain nombre de matériel pour organiser l'événement. Et bien sûr, elles se sont partagées les tâches, les femmes qui préparent le couscous, les gâteaux, elles ont fait le micro-ondes. Touche féminine en fait. Ah oui, bien sûr. Et super, on est très contente, on s'est réveillés. Il y en a même pas, on n'est pas dormi, on est bien en forme. Durant l'événement, nous avons su que l'histoire du village d'Htoussen avec un forgeron qui est venu s'installer sur cette terre du Saint Sidi Moussa. On raconte qu'elle avait été reçue à bras ouverts car on le savait très utile. C'est à partir de ce jour que le village grandira et connaîtra des moments intenses, riches en activités. Ainsi s'achève notre édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.